15. On est ensemble pour 3/4 d'heure. Je m'appelle Mélanie Geyer-Kessou, je suis journaliste à l'Observatoire de la franchise. Alors, on m'a demandé juste d'annoncer en ce début de conférence que les conférences seront enregistrées en audio, donc vous pourrez les réécouter sur le site du salon dans les prochaines semaines. Et juste avant de commencer, de vous présenter un peu les intervenants, on est là pour parler en fait du fonctionnement du modèle de la franchise. Je voulais savoir quel niveau de connaissance vous aviez de la franchise, que c'est un modèle que vous connaissez ou pas du tout. Peut-être lever le doigt si vous connaissez un peu ce modèle ou si ça vous parle pas du tout. Donc voilà, il y a juste quelques personnes. Mais en fait, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce que ça peut vous apporter dans une création d'entreprise et surtout de voir qu'il y a d'autres modèles que la franchise, mais qui s'y rattachent un petit peu parce qu'on a en fait autour de cette table des enseignes qui se développent sur des modèles différents, mais assez proches de la franchise. Et on aura Boris Flech qui est en bout de table, qui fait partie de la Fédération française de la franchise, qui va pouvoir nous éclairer sur l'ensemble de ces modèles. Et du coup, d'ailleurs, on va commencer comme ça. Boris, si tu peux te présenter, puis on va faire un petit tour de table juste pour nous dire un petit peu qui vous êtes et pour les réseaux, quelle enseigne vous pilotez et qu'est-ce qu'elles font. Pas de problème, merci Mélanie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement, Boris Flech. Donc, moi, je représente la Fédération française de la franchise, qui est un petit peu, je dirais, l'instance qui représente le modèle de la franchise sur le territoire français. Au sein de cette fédération, je suis en charge de deux aspects principaux. Le premier, je dirige l'Académie de la franchise, qui est un organisme de formation qui a pour vocation de former les futurs franchisés, donc des porteurs de projets, des futurs franchiseurs, donc des chefs d'entreprise qui ont créé un concept et qui réfléchissent à le développer en franchise. Et puis après, tous les acteurs finalement de la franchise déjà établis. Deuxième aspect, je suis également responsable du développement de la fédération. On peut en reparler, mais on a un certain nombre d'enseignes qui adhèrent à la fédération. Aujourd'hui, on en a 187. Mon rôle, c'est d'en accompagner d'autres vers le process d'adhésion, puisque nous sommes une fédération sélective. Donc voilà, il y a tout un process à valider pour une enseigne qui souhaite rejoindre la fédération. Merci. Alors, en ce qui me concerne, je suis Georges Druon. Je suis fondateur associé d'un réseau de coaching d'affaires, c'est-à-dire du coaching de généralistes auprès des dirigeants de TPE, PME. Et nous avons démarré notre réseau donc milieu 2016 en créant un statut un peu particulier de partenaire pilote, puisque quand on démarre une franchise, il faut déjà faire la démonstration de son savoir-faire. Donc pendant 2 ans, nous avions un contrat un peu particulier, plus simple au démarrage et plus court aussi dans la durée de franchise avec des partenaires pilotes. Et puis, depuis début 2021, nous sommes passés à un contrat de partenariat. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce terme et sur ce statut. Mais sachez que c'est globalement un contrat de franchise, mais avec une relation beaucoup plus horizontale entre ce qu'on peut appeler la tête de réseau et les 10 franchisés. Donc pour nous, ce sont des partenaires avec un certain nombre de dispositions particulières dans ce contrat, qui du coup est un contrat de 5 ans, mais dans lequel, en théorie, nous n'avons pas besoin d'apporter de savoir-faire. La grande différence, c'est le savoir-faire qui n'est pas forcément ce qui pour nous n'était pas un problème puisque nous l'avions, mais qui n'est pas une obligation, en tout cas telle qu'on la perçoit ou qui est absolument obligatoire dans le contrat type de franchise. Voilà, je pourrais vous en dire plus tout à l'heure. Oui, on va y revenir après. Bonjour à toutes et tous, moi je suis Mickaël Cohen, je suis cofondateur et directeur du développement du groupe Dom et Vie. On est spécialisé dans l'adaptation du domicile à destination des seniors et des personnes à mobilité réduite et on fait ce beau métier pour que les gens restent le plus longtemps possible chez eux dans des conditions de sécurité et de confort. On va travailler sur les salles de bain, les espaces de circulation, de la domotique et on a vraiment ce concept novateur en France où maintenant, à l'heure où je vous parle, on a 80 agences franchisées qui sont répartis sur le territoire national et qui donc œuvrent pour nos aînés et pour les personnes à mobilité réduite afin d'organiser au mieux l'ensemble des travaux et le projet d'aménagement de leur domicile. Donc on est sous franchise depuis maintenant 5 ans. Donc on a choisi cette procédure pour pouvoir s'associer, je dirais, avec des chefs d'entreprise qui sont en reconversion et qui souhaitent avoir une spécialité et se sentir utile à la société française, parce que les demandes sont évidemment très nombreuses. Et donc voilà, je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions sur notre modèle.
Bonjour à tous, moi Sébastien Chauvin, fondateur donc, de la coopérative Unipro. Donc c'est un modèle un peu différent du classique modèle de la franchise. On regroupe aujourd'hui plus de 500 professionnels de maintes secteurs d'activité, que ça aille donc d'un paysagiste à un professionnel donc du nettoyage ou autre. Notre système il est coopératif car on implique davantage nos coopérateurs dans les décisions donc administratives et même stratégiques de la coopérative. Donc on pourra après vous en dire plus pour la suite. Bonjour à toutes et à tous, Vincent Olivier, directeur de développement et associé du groupe L'Orange Bleu, marque créée il y a déjà 25 ans. On est spécialisé dans l'exploitation de centres de remise en forme. Aujourd'hui, on a plus de 380 clubs en France et en Espagne. Et notre développement s'est construit sur les contrats de licence de marque. On y reviendra aussi tout à l'heure. Mickaël l'a dit, il y aura des questions. N'hésitez pas à les poser en cours de conférence. Ça rend la chose plus vivante. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à lever la main et on répondra à vos questions. Boris, comment on définit la franchise ? Comment ça marche ? Alors, ce qui est sûr, et on pourra reparler des différences entre les modèles qui sont présentés à cette tribune, la franchise, pour caractériser la franchise, ce qui est sûr, c'est que c'est une relation entre deux chefs d'entreprise, le franchiseur et un partenaire, je vais l'appeler comme ça au sens large, franchisé, licencié, adhérent de la coopérative, et qui décident finalement de collaborer entre eux pour reproduire un concept qui a fait ses preuves. Quand on parle de franchise selon la définition stricte du terme, pour qu'on puisse parler de franchise, il faut qu'on retrouve finalement 3 ingrédients dans cette relation. Ce qui va définir la franchise, c'est la mise à disposition d'une marque et de la notoriété qui va avec, bien entendu, le concept qui est associé à cette marque et qui a été déterminé, l'offre de produits ou de services déterminée par l'enseigne. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la transmission d'un savoir-faire. Donc le savoir-faire, c'est tous les process, toutes les méthodologies mises au point par la tête de réseau, testées, éprouvées et qui amènent effectivement au succès, qui devrait amener au succès. Et enfin, c'est un accompagnement qui est dit technique et commercial tout au long de la durée de la relation entre la tête de réseau et l'entrepreneur indépendant. Cet accompagnement, il va avoir lieu au moment du montage du projet, au moment du lancement et après, au quotidien, tout au long de la durée de leur relation. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de franchise selon la définition stricte, finalement, et ce qui va nous permettre de différencier différents modèles, c'est l'élément clé qui est à la base de la relation. En franchise, le cœur d'un contrat de franchise, c'est la mise à disposition de ce savoir-faire. C'est ça le cœur de la relation de franchise. La licence de marque, on pourra en parler. L'élément clé, c'est la mise à disposition de la marque. On va voir qu'il peut y avoir des services associés, un accompagnement supplémentaire qui va être proposé. La coopérative, on est surtout autour de la mise à disposition d'un produit ou d'un outil dans la relation entre les deux partenaires. Sur tous les modèles qui sont autour de la table, hormis la coopérative qui a une petite différence, une petite distinction à ce niveau-là, on parle bien d'entrepreneurs indépendants, de chefs d'entreprise indépendants, juridiquement et financièrement. On va voir qu'aux coopératives, il y a une petite différence, notamment au niveau souvent capitalistique dans les réseaux, mais on est bien sur de l'entrepreneuriat indépendant. Ce qui va finalement différencier, mais je vais arrêter de monopoliser la parole et je vais laisser chacun s'exprimer sur ce modèle. Ce qui va différencier ces 3 modèles, vous l'avez compris, c'est le cœur finalement de la relation et c'est donc aussi les services qui vont être menés par la tête de réseau au quotidien vis-à-vis de ces entrepreneurs. Alors justement, messieurs, pourquoi vous avez opté pour tel ou tel modèle et qu'est-ce qui fait le cœur de votre accompagnement et le cœur de votre business envers vos partenaires ? Nous, à l'origine, on a choisi le modèle de la licence de marque parce que, justement, par définition, on a créé une marque en Bretagne en 1999 et on y avait associé une marque de cours collectif. C'est ce qui faisait un peu l'ADN de nos centres L'Orange Bleu à l'époque sur la Bretagne. Et parallèlement, notre PDG fondateur avait ressenti aussi chez ses partenaires la volonté aussi de préserver une sorte d'indépendance et une liberté d'action. Donc c'était le modèle qui, à l'époque, lui avait paru le mieux répondre aux intérêts de tous, sachant qu'il était guidé par un objectif commun à ses partenaires, c'était la réussite, leur réussite, et sa réussite, elle est commune. Et ça, indépendamment du lien juridique qu'ils peuvent avoir ensemble, c'est, je crois, l'objectif majeur que tout le monde s'assigne, autant le licencié que la tête de réseau. Et donc, pour arriver à atteindre cet objectif, il a pris conscience qu'il fallait aussi étoffer les services mis à disposition des partenaires. Et c'est pour ça que, peu à peu, au fil de temps, on a enrichi ce contrat, ce socle juridique, de beaucoup de services
afin d'optimiser les chances de succès des partenaires. Et c'est ainsi qu'avant l'ouverture du club, on a mis à disposition un service d'implantation chargé de trouver le bon emplacement, le bon local, de faire les bons travaux, le bon agencement de la salle, de bien disposer la charte graphique, le parc muscu, le parc cardio, de mettre à disposition aussi des partenaires, des cours collectifs. Donc ce n'est pas un savoir-faire au sens, je pense, juridique du terme, mais en attendant, on met à disposition de nos partenaires des cours collectifs avec des chorégraphies et des musiques bien précises, afin que dans tous les clubs l'Orange Bleu, les adhérents retrouvent leurs cours favoris et que les partenaires aussi puissent bénéficier d'une identité de cours collectifs. C'est pour vous donner une illustration, mais parallèlement aussi, il y a tout un accompagnement sur l'élaboration du business plan, sur les prévisionnels, toute une formation aussi qui a été mise à disposition, puisqu'en 2009, notre PDG a compris qu'il était nécessaire aussi de bâtir des vrais viviers de coachs et d'éducateurs sportifs diplômés, et qui est vraiment le cœur d'accompagner les adhérents dans les clubs. Et donc on a créé aussi une école qui aujourd'hui réalise plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes formées sur tout le territoire français. Il y a une quinzaine de salariés qui œuvrent aussi à alimenter nos clubs d'un vrai vivier de coachs passionnés par la remise en forme. Et puis peu à peu, se sont encore étoffés d'autres services. Il faut dire qu'il y a 25 ans d'expérience derrière nous. Donc après l'ouverture du club également, avec l'accompagnement de ce qu'on appelle chez nous le service d'exploitation. Donc on a des leaders de région, on a un leader par région, on a 6 régions sur toute la France, et ils accompagnent au quotidien les partenaires dans l'exploitation de leur club au quotidien sur des problématiques de RH, des problématiques de droit de la consommation, sur des problématiques de droit au bail, de communication digitale, de management. Les sujets sont divers et variés. On a consenti beaucoup de budget à l'accompagnement au quotidien de nos partenaires, et c'est comme ça qu'on a réussi à solidifier et à construire un réseau qui aujourd'hui a 25 ans d'expérience et puis plus de 380 points de vente en toute la France. Donc c'est autant de relations aussi humaines à gérer au quotidien. Donc vous voyez, entre la lettre du contrat et puis le service apporté au quotidien, il y a des écarts et des nuances à apporter. Bastien, quelles sont les spécificités du modèle coopératif et quel genre de service vous apportez à vos adhérents? Alors oui, donc nous, le choix de la coopérative, il a été plus une obligation qu'autre chose, parce qu'en fait, on est essentiellement dédié aux professionnels du service à la personne. Donc, à travers l'adhésion à la coopérative, chacun de nos coopérateurs bénéficie de l'agrément de la coopérative pour ce qu'on appelle la déduction d'impôt aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu le fonctionnement du crédit d'impôt. Ça permet donc à toutes les prestations qui touchent au service à la personne de bénéficier d'une déduction de 50% du crédit d'impôt. Pour rejoindre ce que disait Brice, nous, c'est vrai que tous nos adhérents, par contre, sont totalement indépendants. Ils adhèrent en fait à la coopérative pour pouvoir bénéficier, donc, comme j'expliquais, de cet agrément, mais ça en vient en complément de leur activité, l'activité principale. Pour plusieurs raisons. Normalement, une entreprise qui fait du service à la personne ne peut avoir l'agrément que si elle travaille pour du particulier. Elle ne peut pas être et facturée du professionnel et du particulier. Donc l'adhésion à une coopérative permet donc d'éviter une seconde structure pour faire que ça, ça peut quand même devenir très lourd assez facilement. Ça va permettre donc aux professionnels de bénéficier de cet agrément et donc du coup de pouvoir être éligible au crédit d'impôt et tout ce qui s'ensuit. Donc nous, à travers la coopérative, on fournit cet agrément. On fournit également tout un logiciel dédié donc aux prestations de service à la personne qui fonctionne donc pour toutes nos centaines d'adhérents. C'est un logiciel de facturation de vie avec des générations d'attestations fiscales, enfin tout ce qui tourne autour du crédit d'impôt. C'est une coopérative qui est nationale, donc pas ciblée particulièrement dans un territoire de la France. Voilà, grosso modo, le choix de la coopérative, nous, il a été fait vraiment pour faire bénéficier de cet agrément du crédit d'impôt. Mickaël, vous êtes le seul à avoir choisi la franchise pure. Le full pack, exactement. Pour quelles raisons et quels services vous apportez? Moi, je ne vais pas être très innovant, mais on a été très scolaire, on va dire, dans notre approche. Quand on a lancé Dom et Vie, après 3-4 années de modèles performants et de développement soutenu, on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait dupliquer le modèle. Et c'est vrai que la franchise, pour nous, c'était vraiment le rayonnement entre un chef d'entreprise indépendant et nous qui avions déployé ce savoir-faire, parce que notre métier est un métier de spécialiste et d'expertise. Du coup, pour pouvoir se développer rapidement et d'être adossé à des professionnels, des indépendants, où on pense, et on pensait à juste titre, nous avoir les moyens justement de pouvoir donner l'accompagnement, les outils, et de mettre en place tout ce qui va autour du savoir-faire de notre métier.
Donc on a notamment été très proche de la Fédération française de la franchise sur nos premières années. Et c'est vrai qu'on a été très scolaire en allant dans ce service-là, mais on le regrette pas, ou en tout cas c'est vraiment ce que demande notre métier aujourd'hui, d'avoir un savoir-faire connu, d'avoir un accompagnement, une formation complète, de pouvoir avoir une zone d'exclusivité également, parce qu'on voulait avoir un maillage du territoire qui soit bien huilé et bien structuré. Donc pour ça nous paraissait important d'être sous système de contrat de franchise. Et derrière de pouvoir mener à bien les outils marketing, les outils de communication à destination de nos franchisés pour qu'ils puissent après développer en local leur activité. Et je pense que les droits et devoirs sont sont même plutôt bien équilibrés entre l'indépendant franchisé d'Homme et Vie et la tête de réseau, pour qu'il y ait toujours ce parti pris de vous êtes chef de votre entreprise, vous portez une marque et vous représentez une marque, et derrière vous avez tous les outils nécessaires pour le développement de votre activité, et comme ça vous êtes très focus là-dessus. Voilà, c'est ce qui nous a... Georges Drouon, pour revenir un petit peu aux particularités de votre contrat de partenariat, qu'est-ce que ça implique pour vous et pour vos partenaires ? Oui, alors avant de vous dire exactement ce que ça implique, je voulais juste peut-être rappeler les motivations qui ont prévalu lorsqu'on a créé notre réseau. On était absolument convaincus que tous les dirigeants de petites et très petites entreprises avaient besoin aujourd'hui d'être accompagnés, parce que la plupart des dirigeants sont quand même la tête dans le guidon, assez seuls, et donc il y a un véritable besoin d'accompagnement sur tous les sujets de l'entreprise. Donc déjà, c'était très important de créer une réponse par rapport à ce besoin. C'était le premier volet. Le deuxième volet, c'est que, comme vous le savez, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans les métiers de coaching ou de consulting, et que la plupart de ces personnes ont du mal à bien vivre de leur activité lorsqu'ils restent seuls. Ce qui a motivé le fait aussi de créer un réseau pour accompagner les futurs coachs qui souhaiteraient justement faire ce métier. Donc notre vocation est celle-là, et on est très attaché en fait à créer une communauté qui partage des valeurs et qui véritablement se construit, s'enrichit tous ensemble pour fournir le bon service et le meilleur service possible à nos clients dirigeants. Une fois qu'on a dit ça, on a créé naturellement une franchise, puisqu'on la connaissait, on connaissait ce mode de fonctionnement. On l'a, comme je vous l'ai dit, pendant 2 ans, développé nos concepts, nos outils et recruté un certain nombre de partenaires. Et puis quand on a eu à faire le choix de la formule définitive, plutôt que de faire finalement la continuité de ce qu'on avait initié, c'est-à-dire un contrat de franchise, on s'est dit, on aimerait, parce que c'est très proche de nos valeurs, plutôt entrer dans une relation beaucoup plus horizontale avec nos partenaires. C'est-à-dire la notion de tête de réseau d'un côté et de franchisé de l'autre nous choquait un peu au niveau de la relation, de l'esprit de la relation. On souhaitait que nos partenaires soient vraiment impliqués dans un certain nombre de choses, de décisions, et notamment au plan marketing, parce qu'on avait nous-mêmes connu, on va dire, une déception à ce niveau-là. Quand on est coach dans une région notamment et qu'on verse une redevance marketing, on s'attend à ce qu'il y ait un retour. Dans notre cas, ça n'a pas toujours été le cas. Et comme on est très attaché au succès de nos coachs, on a estimé que le fait d'entrer dans ce type de partenariat avec notamment une novation qui est le conseil consultatif, qui permet à nos partenaires de développer leurs propres actions marketing commerciales, de participer à un certain nombre de discussions, voire de prises de décision avec la tête de réseau, donc d'être partie prenante dans des choix même parfois un peu stratégiques, ça allait probablement donner plus d'efficacité et renforcer la force du réseau et surtout la fidélité de nos partenaires, parce que l'idée c'est de les garder dans le long terme. Donc pas simplement avoir le plus grand nombre de partenaires qui nous rejoignent, mais surtout avoir le plus grand nombre de partenaires qui restent avec nous dans la durée parce qu'ils sont satisfaits de leurs investissements et satisfaits de l'échange, du partage qu'ils peuvent rencontrer au sein de la communauté. Voilà. Donc, moi, je dirais que c'est pas notamment parce qu'on manquait de savoir-faire qu'on a créé cette formule, mais que c'est plus une question d'état d'esprit
et de construction d'un réseau dans la durée avec des vrais partenaires qui peuvent s'exprimer, qui peuvent apporter des idées nouvelles, qui peuvent construire des opérations commerciales et marketing tous ensemble, que on s'est lancé dans cette formule-là, qui ne reste pas à 20 mots, puisque c'est très efficace et que, effectivement, je peux témoigner aujourd'hui que nos partenaires sont extrêmement contents de pouvoir mettre en place des opérations ensemble qu'ils n'auraient jamais pu mettre en place s'ils étaient restés totalement indépendants au sens gestion de ces ressources. Et donc, je pense que la formule nous correspond bien et que c'est la raison pour laquelle on l'a créée. On reviendra sur les droits et les devoirs du franchisé. Michael, Vincent et Bastien, vos franchisés, ils ont le droit à la parole. On voyait que Georges insistait sur le fait qu'il y ait la tête de réseau d'un côté, les franchisés. Comment ça se passe concrètement au sein de vos réseaux ? Quelle est la place en fait accordée à chacun ? Enfin chez nous, mais je pense que c'est pareil chez mes collègues, c'est évidemment prépondérant. En plus, nous on est sur un marché qui croît, qui est un marché qui est novateur, où il y a tout à construire. Donc aujourd'hui, mes meilleurs ambassadeurs et ceux qui même m'apprennent ce qui se passe sur le terrain, c'est mes franchisés. Donc les informations montantes descendantes sont hyper importantes et descendantes montantes, si on prend ce parallèle, sont évidemment fondamentales. Nous pour ça, pour fluidifier les informations, on va créer des ateliers de rencontres, on crée des sponsors également franchisés qui, dans leur domaine précédent, peuvent apporter des choses à la franchise. Et moi, je pars du principe que tous ensemble, on va plus loin. Donc, c'est le cumul de chacune des compétences qui va faire que on va pouvoir avoir notre position de leader sur le marché et de répondre à un maximum de demandes. Donc, voilà, je vous ai parlé des sponsoring. On fait des réunions régionales de manière très régulière. On a un intranet aussi avec des systèmes de forums, avec des groupes de travail sur des missions particulières que l'on met en place pour vraiment avoir cette fusion et surtout au stade où on est de croissance, c'est fondamental qu'on ait l'appui de nos franchisés et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et dans la sélection justement des candidatures, c'est aussi leur background qui est très important dans ce qu'ils ont fait. Et généralement, ils sont très heureux aussi de pouvoir apporter leur savoir-faire et faire profiter tout le réseau de leur savoir. Moi, j'aime bien l'idée d'horizontalité aussi. Ainsi, on a créé des commissions de communication et des commissions de centrale d'achat. En réalité, on est organisé par région, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, chaque région élit à sa tête un représentant pour la communication. Et ce représentant en communication rejoint les autres représentants en communication des autres régions, réunis par notre directrice de la communication. Et à titre d'exemple, une décision qui est très importante, très engageante pour le réseau, c'est de choisir la chaîne de télévision avec laquelle on va travailler pour diffuser de la publicité. Et le débat a lieu au sein de cette enceinte. Les gens discutent entre eux. La directrice de la communication met à disposition les budgets engagés sur telle chaîne ou telle chaîne, le public touché sur telle chaîne ou telle chaîne, les horaires dans lesquels on va diffuser les spots. Et ensuite, il y a un débat et un vote qui a lieu au sein de cette instance pour décider quelle chaîne va diffuser les publicités. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. On a aussi une commission centrale d'achat, idem, même organisation au niveau régional. Et nos partenaires remontent leurs desiderata sur certains matériels qu'ils aimeraient voir référencés au sein de notre centrale d'achat, des tapis de course, des bikings, des nouveaux produits innovants. Et on débat au sein de cette commission pour savoir quels produits nous pourrions référencer. Et ensuite, notre centrale d'achat va aller faire du sourcing, négocier des tarifs afin de référencer ces produits. Donc, l'idée de démocratie, d'échange, d'écoute est très importante pour justement favoriser un service optimal dans l'intérêt de nos adhérents et de nos partenaires. Alors c'est vrai que c'est très important pour nous aussi, d'autant plus que nous, notre solution, elle est quand même davantage numérique que physique sur le terrain, de base. Donc on essaye de, comme vous l'avez très bien dit, de faire remonter à travers des forums, des avis, des suggestions de par nos adhérents ou nos franchisés, des axes d'amélioration sur le quotidien, parce que c'est eux avant tout qui sont sur le terrain et qui pratiquent le métier davantage. Et surtout, voilà, de pouvoir se déplacer aussi, nous, dans le réseau national physiquement, pour pouvoir rencontrer nos adhérents, échanger avec eux davantage que par le biais de mails ou de forums. Boris, est-ce qu'on est un chef d'entreprise à part entière quand on choisit de s'adosser à un réseau ? Et quels sont les droits et les devoirs des franchisés, partenaires, licenciés, selon les modèles ?
Alors, on est clairement un chef d'entreprise à part entière quand on s'adosse à un réseau. Encore une fois, le franchisé a la totale liberté sur la gestion qu'il va faire de son entreprise, notamment la gestion financière, la politique salariale qu'il va mettre en place. J'ai entendu des choses très intéressantes sur les différents témoignages et même dans le témoignage de Georges quand il explique effectivement le choix de son modèle, mais finalement je retrouve quand même beaucoup de points communs avec le modèle de la franchise parce que je reste convaincu que la franchise est également un modèle horizontal. Effectivement, il y a un cadre qui va être posé par la tête de réseau. Ce cadre, il va être posé au niveau de l'usage qui va être fait de la marque et bien entendu au niveau du respect du concept et du savoir-faire qui est appliqué. Parce que c'est aussi ce qu'on vient chercher quand on vient entreprendre en franchise, hein, c'est s'appuyer sur un modèle qui a fait ses preuves et pour que ce modèle puisse fonctionner, c'est aussi bénéficier de l'expérience du franchiseur qui l'a développé, qui l'a testé, qui... Alors, je sais pas, on pourra faire un tour de table, mais au départ a sûrement fait des erreurs sur certains sujets, a testé des choses. Tout n'a pas fonctionné du premier coup. C'est ça l'entrepreneuriat aussi, mais qui maintenant justement a trouvé un modèle qui fonctionne. Et entreprendre en franchise, c'est aussi vouloir s'appuyer sur cette expérience pour pouvoir reproduire un modèle et mettre toutes les chances de son côté de réussir. Maintenant, je ne crois pas non plus au franchiseur qui a trouvé un modèle et qui ne bougera jamais et qui aura toujours cette performance. Michael en a parlé, mais ça me semble important dans un réseau de franchise qu'il y ait un vrai échange permanent entre la tête de réseau et les franchisés, entre les franchisés entre eux aussi. Ça, c'est l'effet réseau, hein, c'est ce qu'on vient rechercher. C'est pas simplement travailler au quotidien avec l'aide d'un franchiseur, mais c'est aussi s'appuyer sur le retour d'expérience de l'ensemble des autres franchisés. Et donc, Michael a commencé à en parler, mais c'est aussi un point clé, un point de réussite dans les réseaux, c'est comment le franchiseur va organiser cette circulation d'informations, comment le franchiseur va aussi s'appuyer sur les retours d'expérience de ses propres franchisés pour faire évoluer le modèle. Parce que, tu en as parlé, Michael, mais plus on est nombreux, plus on va loin finalement. Et un réseau, c'est autant de cerveaux de chefs d'entreprise qui réfléchissent en même temps sur des problématiques et ça permet d'évoluer en plus rapidement, parfois plus facilement. On l'a vu dans les périodes qu'on a traversées ces dernières années, qui ont quand même été des périodes qui ont chahuté pas mal de réseaux. On a vu la résilience d'un modèle en réseau et la résilience du modèle de la franchise où ensemble on va plus vite et on va plus loin. Donc c'est... moi ça me paraît important. Après, je comprends le discours de Georges, bien entendu, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les réseaux de franchise, vous avez des états d'esprit qui sont très différents en fonction des enseignes. D'où l'importance dans un même secteur d'activité, d'ailleurs, de comparer les réseaux. Si je fais juste un petit état des lieux, mais très rapide. Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres. Nous, à la fédération, on travaille avec plusieurs cabinets statistiques pour suivre l'évolution de la franchise. Pourquoi ? Tout simplement parce que être franchiseur, c'est pas un statut pour une entreprise. Être franchisé non plus. Il n'y a pas un code NAF ou un code APE de franchiseur ou de franchisé. Mais on travaille avec des cabinets pour suivre l'évolution du modèle. Aujourd'hui, en France, vous avez plus de 1900 réseaux, 1900 enseignes qui se développent en franchise. D'accord ? C'est 79 134, on va bientôt atteindre les 80 000 franchisés en France. Alors pas forcément personnes physiques, parce que c'est des unités franchisées. Vous pouvez avoir des personnes qui ont plusieurs unités d'une même enseigne ou d'ailleurs d'enseignes différentes. C'est un modèle effectivement qui est en croissance d'année en année. Et encore une fois, pour raccrocher à la question, il y a une enquête qui est assez intéressante qui est faite chaque année par la Banque Populaire, la Fédération française de la franchise et un institut de sondage qui s'appelle tout simplement l'enquête annuelle de la franchise. On n'a pas été chercher le nom très loin, mais au moins ça, comme ça, vous passez pas à côté. Vous pouvez la retrouver sur le site de la fédération directement et qui dresse un petit peu aussi le profil type des franchisés. En France, vous avez 76%, c'est la dernière enquête, 76% des franchisés sortent du salariat. Donc sur 3 projets de franchise qui vont se faire, en création ou en reprise d'ailleurs, je me permets d'insister parce qu'on parle beaucoup de la franchise comme possibilité pour créer une entreprise. Il y a des vraies possibilités de reprise également en franchise. Mais sur 4 projets qui se font, vous en avez 3 qui sont portés par des personnes qui sortent du salariat, qui n'ont jamais créé leur entreprise. Et vous avez un franchisé sur 2 qui va profiter de ce projet-là pour changer de secteur d'activité, pour effectuer une reconversion professionnelle. Et j'imagine que dans vos réseaux, on peut facilement retrouver. Le fait de pouvoir s'appuyer sur ce concept qui a fait ses preuves, le fait de pouvoir s'appuyer sur une image de marque, le fait de pouvoir s'appuyer sur un savoir-faire et sur un accompagnement, c'est ça aussi qui leur met toutes les clés en main pour les amener vers de la réussite. Ça ne sera jamais une assurance tout risque, la franchise ou quel que soit le modèle. Ça n'existe pas quand on parle d'entrepreneuriat. Mais c'est de se mettre finalement toutes les cartes entre les mains pour se donner la chance de réussir. Une majorité d'ex-salariés qui se lancent
Quelles questions on doit poser et se poser pour savoir si on est fait sur ce modèle d'entrepreneuriat large, je parle de la franchise, mais des autres modèles. Est-ce que tout le monde va retrouver son compte ou est-ce qu'il faut vraiment se demander est-ce qu'on est fait pour ça, est-ce qu'on est fait pour travailler avec un partenaire Comment vous apprenez ça chez les porteurs de projets qui viennent vous voir? À tout le monde. C'est une question ouverte. Est-ce que je peux répondre à la précédente avant de répondre à celle-là ou pas? Bien sûr. Moi, pour ce qui concerne le type de relation entre tête de réseau et franchisé, je crois que c'est très dépendant du secteur d'activité. Parce que j'ai travaillé, si vous parlez par exemple d'Yves Rocher, où j'ai travaillé, pour ne pas les citer, et qui font des produits cosmétiques, il est bien évident qu'il y a un minimum de choses à respecter, voire un maximum de choses à respecter pour distribuer, commercialiser leurs produits. Quand vous êtes maintenant dans un domaine d'activité extrêmement intuitif, personné, dans lequel vous devez personnaliser votre relation au client, puisque le client est important. En réalité, on a parlé de tête de réseau et franchisé, ou partenaire, mais en réalité, celui qui est important, c'est en fin de course la relation entre le partenaire ou le franchisé et son client. Donc, en ce qui nous concerne, il est bien évident qu'on ne pourrait pas imposer des choses trop drastiques et générales à des relations qui, par définition, sont différentes d'un chef d'entreprise à l'autre. Donc, il faut qu'on ait un peu de mesure dans ce qu'on impose ou dans ce qu'on souhaite que les partenaires respectent. Et dès lors, nous, ce qu'on estime leur apporter, c'est plutôt un système, des outils, de la méthodologie, mais il faut que leur relation avec leurs clients soit adaptable et personnalisable. Donc, il faut que chacun de nos partenaires apporte sa touche, éventuellement fasse progresser les autres, parce que ce qui a fonctionné chez l'un peut fonctionner chez l'autre. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas dans la même relation que dans d'autres secteurs où là, il y a des règles et il faut les respecter. Alors maintenant, pour en venir à la seconde question, en ce qui nous concerne, je ne peux pas parler pour les autres, mais le problème de on va dire, de la transformation ou du changement de carrière d'un salarié vers l'entrepreneuriat, c'est un point extrêmement important parce qu'on s'aperçoit parmi nos candidats qu'il y en a quand même un certain nombre qui ont du mal à passer le cap et franchir le pas parce qu'ils font pas le deuil du salariat. Donc, ça veut dire qu'en ce qui nous concerne en tout cas, l'un des premiers critères, c'est d'avoir le goût d'entreprendre, d'avoir le goût du risque, parce que c'est une prise de risque de devenir chef d'entreprise. Donc dès lors, si on hésite entre salariat ou chef d'entreprise, c'est déjà compliqué. Le deuxième aspect, là encore, c'est dans notre profession que c'est important, c'est d'avoir envie d'aider les autres. Parce qu'on ne peut pas devenir coach si on n'a pas véritablement la vocation ou l'envie d'aider les chefs d'entreprise, et particulièrement ceux de petites entreprises. Et puis le troisième aspect, dans notre cas encore, c'est qu'il faut avoir un certain goût pour être proactif, aller chercher des contacts, générer des clients, enfin des contacts pour les transformer en clients, et que si on n'a pas ce goût-là d'aller chercher des clients, on a beaucoup de mal à réussir. Donc je pense que c'est très dépendant d'un secteur à l'autre, mais il y a toujours au moins, à mon avis, cette obligation d'être commercial ou d'avoir l'envie d'échanger, de partager avec les autres. Je pense qu'il y a aussi nécessairement l'envie de devenir chef d'entreprise, mais de prendre des risques, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on en reçoit beaucoup des candidats qui veulent a priori devenir chef d'entreprise, mais quand on creuse, on s'aperçoit qu'en réalité, ils ne sont pas prêts. Soit parce que leur environnement ne l'est pas, soit parce qu'ils ne sont pas prêts à prendre les risques, soit parce qu'ils ne sont pas prêts à investir suffisamment. Donc je pense que c'est un point vraiment très essentiel. Et pas si simple que cela à valider. Alors justement, comment vous validez ça avec vos candidats Moi je trouve que oui, donc comme ça a déjà bien été dit, quel que soit le réseau, entreprendre et vouloir rejoindre un réseau, ce qui est quand même très intéressant, c'est que c'est un levier de croissance qui est quand même assez, on va dire, rapide pour un jeune entrepreneur, parce qu'il va pouvoir bénéficier certaines d'une image de marque qui est déjà établie. Il va pouvoir bénéficier aussi d'un apport métier de part d'autres personnes du réseau, comme on en a aussi parlé. Et aussi, ça peut être une source de prospection plus saine et pérenne pour quelqu'un qui démarre justement une nouvelle expérience d'entreprise.
Moi, je dirais que je rejoins le monsieur en disant qu'il faut avoir le goût d'entreprendre, le goût du risque, le goût des autres, le goût du commerce, c'est évident. Beaucoup de ceux qu'on le rencontre aujourd'hui veulent avant tout quitter le salariat. L'idée d'avoir un patron, et au bout d'un moment, on peut les rebuter. Et l'envie d'être son propre patron aussi les guide souvent, avant toute chose. Mais il y a aussi une certaine appréhension à prendre le risque, à engager du patrimoine, à se porter caution à titre personnel lorsqu'on contracte un emprunt auprès de la banque. Il y a aussi, c'est clair que sur le plan de la responsabilité patrimoniale, c'est prendre des risques. Et c'est justement l'aspect rassurant qu'ils peuvent voir à s'adosser à une franchise ou une licence, peu importe, qui a de l'expérience et qui va leur faire bénéficier de sa force de frappe en matière de communication, de sa force de frappe en matière de référencement des pôles bancaires, de sa force de frappe humaine aussi derrière sur la formation. Ça peut rassurer un entrepreneur qui justement a envie d'être son propre patron, mais veut aussi commencer en ayant une tutelle ou un accompagnement de gens qui sont professionnels, expérimentés. Ils vont faire aussi des économies et gagner du temps. Moi, j'en suis persuadé parce que je suis à l'intérieur, c'est normal. Mais je vois que quand on a une centrale d'achat, je pense que chez Dom & Vie, c'est pareil, ou chez Unipro, quand vous allez vous présenter tout seul, nous par exemple, auprès de quelqu'un qui va vendre du matériel de fitness, il va vous proposer une salle à 100 000 euros, pour parler de manière très pratico-pratique. Si vous faites partie d'un réseau, vous allez peut-être le toucher à 50 000. Quoi. Donc il y a aussi des économies. J'accuse le trait parce qu'il y a des nuances parfois sur les tarifs, mais c'est une évidence que de le dire, mais c'est bon de le rappeler. Il y a aussi des économies substantielles à réaliser en s'adossant à un réseau qui a du vécu, de l'expérience et une puissance d'achat aussi en la matière. Quoi. Donc vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Ça peut être rassurant aussi, donc, tout en voulant aussi avoir un minimum d'indépendance. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver, mais c'est clair qu'il faut avoir le goût d'entreprendre, le goût du risque, mais aussi accepter d'être à l'écoute des conseils et de l'assistance d'une tête de réseau qui a de l'expérience, une tête de réseau et de ses partenaires. Pour compléter, c'est vrai que moi, je vois des porteurs de projets qui me disent c'est super la franchise, je viens chez vous, j'ai tous les avantages d'un indépendant, je suis à mon compte, etc. Et puis en plus, je suis cadré parce que j'ai un contrat, parce que j'ai des outils, on va exactement m'expliquer les rails sur lesquels je dois aller. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Moi, c'est vrai que c'est vraiment un point qui me rebute toujours quand je demande les motivations d'une personne. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment que vous soyez adossé à un réseau, que vous ayez les outils, que vous ayez les bonnes méthodologies pour fonctionner, qu'on vous dise exactement comment ça va se passer dans le business. Derrière, vous êtes à votre compte. Et j'entends effectivement ce goût d'entreprendre. Moi, j'ai même envie d'aller plus loin en disant le goût du travail, le goût de l'effort, le goût d'avoir envie de se faire mal, le goût d'avoir envie de sortir de sa zone de confort, de vivre des montagnes russes tous les jours. Je me lève le matin, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la journée, et c'est mon compte en banque derrière, c'est ma famille, etc. C'est ça la réalité qu'il y a. Même si derrière, on va évidemment mettre nos meilleurs efforts pour pouvoir vous donner les moyens de réussir. Mais moi, je suis très clair avec les porteurs de projets qui me contactent. C'est tout sauf une sinécure. On n'est pas dans un intermédiaire en se disant je vais être indépendant, je vais pouvoir aller chercher mes enfants à l'école ou gérer ma vie comme je l'entends et j'ai pas un patron au-dessus de moi. Mais derrière, il faut cravacher. Donc, comme disait Georges, là aussi, je le dis souvent, c'est que vous êtes le premier VRP de votre boîte. Même si vous avez un concept, une marque, de la notoriété et du marketing qui est fait en tête de réseau, c'est vous et vous seul qui êtes le VRP et qui après allez développer votre force de vente. Mais vous devez absolument avoir ce goût du cash-in qui va rentrer évidemment dans votre boîte pour la faire perdurer et en vivre du mieux possible, ou en tout cas dans ce que vous espérez. Juste rapidement, on l'a dit, c'est pas une assurance tout risque d'entreprendre avec la force d'un réseau à côté, ça présente plein d'avantages. Est-ce qu'il y a eu des échecs dans vos réseaux et à quoi ils étaient dus la plupart du temps dans ces cas-là ? Oui, l'échec fait évidemment partie de l'aventure. Hein. Nous, en plus, on est un jeune réseau, on a 5 ans d'expérience au niveau de la franchise. Il va y avoir déjà, et évidemment, j'en prends ma part et bien au-delà au niveau de la responsabilité de sélection justement de ce candidat. C'est vrai que moi, au départ, quand je me suis lancé dans la franchise, je rencontrais des porteurs de projets, j'étais tout de suite enthousiasmé par leur énergie, le fait de vouloir aider les autres, parce qu'ils avaient bien compris le sens de notre métier. Et moi, l'ayant fait quelques années auparavant, je me suis dit, tout le monde est comme moi finalement. Tout le monde a un biceps pour prendre son téléphone et prospecter et des bonnes chaussures en termes d'investissement pour aller ouvrir les portes qui nous semblaient. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Donc
évidemment, il y a des écueils qui peuvent être faits au niveau de la sélection. Donc là aussi, on apprend en marchant. Après, le côté gestion, je me rends de plus en plus compte qu'effectivement, d'être indépendant, il faut être bon gestionnaire. Bon gestionnaire, après, on peut être très bien accompagné si on a un bon partenaire au niveau de l'expertise comptable, au niveau de bons coachs, du consulting, etc. Mais avant tout, évidemment, vous allez avoir un compte en banque professionnel et derrière, il faut bien gérer vos deniers, bien gérer vos investissements. Et là, nous, on est là aussi pour vous éviter de faire les murs. Et donc, nous, on a été dans un apprentissage continu, effectivement, où il y a pu avoir des échecs et il y en aura encore, j'imagine. C'est presque la fin de la conférence. Boris, juste pour finir, qu'est-ce que c'est qu'un bon franchisé? Et après, on passera peut-être aux questions s'il y en a une ou deux dans la salle. Un bon franchisé, je ne vais pas reprendre tout ce qui vient de se dire, mais effectivement, c'est quelqu'un qui en veut, c'est quelqu'un qui a une vraie volonté de se lancer et de se mettre à son compte. Je suis d'accord. Alors, je pense que c'est Vincent qui en avait parlé, peut-être, mais c'est pas quelqu'un qui va faire de l'entrepreneuriat parce que simplement il est sur le marché de l'emploi et qui trouve pas un nouveau job. Il y a un vrai investissement d'énergie, de temps, financier aussi pour pouvoir se lancer dans l'activité. Il y a un risque à supporter. Donc ça, pour moi, c'est la bonne caractéristique d'un bon franchisé. Après, vous pouvez lire dans la presse ou partout ailleurs de dire qu'un bon franchisé, c'est un bon commerçant ou commercial en fonction de l'activité, un bon manager, un bon gestionnaire. C'est vrai. Maintenant, ces qualités, bien entendu, je les mettrai au regard de l'activité et de l'importance sur ces trois éléments-là. Mais ce qui me semble important, surtout quand on est, encore une fois, dans un public où on a beaucoup de primo-entrepreneurs et beaucoup de reconversions professionnelles, c'est au-delà de l'accompagnement qui est apporté par la tête de réseau, c'est effectivement pas hésiter à se faire accompagner dans son projet de création par d'expertise comptable, par un avocat aussi pour être au clair sur les règles de la collaboration. C'est important d'aller comparer les réseaux, c'est important d'aller rencontrer les franchisés au sens large de ces enseignes-là aussi, qui eux ont vécu l'expérience pour aller chercher des renseignements. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions ou est-ce qu'éventuellement vous avez des petites choses à demander aux intervenants qui sont là? Peut-être allez-y fort. Boris, c'est variable. Alors là, c'est la question, la question impossible à répondre simplement parce que c'est très variable. Aujourd'hui, alors déjà, quand vous parlez de franchise et que vous prenez les plaquettes, vous allez sur le site internet des franchiseurs, vous allez entendre parler de budget d'investissement global ou total, là, ce qui représente effectivement la somme qu'il va falloir trouver pour pouvoir se lancer dans l'activité. Mais cet investissement global, généralement, il va être supporté par une part d'apport personnel, donc des disponibilités que vous avez de votre côté à injecter, et une part de financement bancaire. En moyenne, en franchise, l'apport personnel, il se situe, encore une fois, c'est une moyenne, aux alentours de 30% de d'investissement total. Maintenant, vous avez des activités. En fait, le panel d'activités, d'enseignes et de concepts est tellement large. Je vous dirais simplement qu'il y a des activités dans le service pur, service aux personnes, service aux entreprises, avec 10-15 000 euros d'apport, vous pouvez vous lancer. Et il y a bien entendu certains secteurs d'activité, si je pense à de la restauration rapide ou l'hôtellerie, où là, l'apport personnel, il va vite se situer en centaines de milliers d'euros à injecter dans le projet. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table rapide sur les apports perso, les investissements globaux à prévoir pour se lancer avec vos différentes enseignes? Nous, à minima, c'est 70 000 euros d'apport. Nous, chez Unipro, il n'y a pas d'entrée minimale, en fait. C'est au bon vouloir de chaque personne, parce qu'ils sont indépendants et pas proprement dit franchisés sur le réseau. Alors nous, on va être sur un investissement global de 80 000 euros, effectivement à peu près 30% d'apport personnel, donc entre 25 et 30 000 euros d'apport personnel. Alors nous, on est à 25-30 000 d'apport personnel sur un budget global de 60-70 000 pour financer le démarrage d'activité notamment. D'autres questions? Oui, il y en avait une. Peut-être toc. On va faire comme ça. Toc là. C'est important.
C'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand vous vous intéressez à un secteur où il y a beaucoup d'acteurs. Je pense qu'au niveau des bonnes démarches à ce niveau-là, c'est d'aller comparer les enseignes et pas aller en voir qu'un seul. Ça, c'est clair. Dans tous les cas, il va falloir les comparer. Et quand vous discutez avec des franchisés qui se sont lancés, si vous allez sur des salons où il y a des témoignages de franchisés, vous verrez que souvent, ils vont vous dire, bah, j'avais fait ma liste par ordre de préférence et j'ai pas le signé avec le numéro 1, le signé avec le numéro 2. Parce que comparer, c'est pas comparer uniquement les conditions d'accès financières. Ça, c'est clair. C'est important, ça rentre dans l'équation, mais c'est surtout comparer l'apport de la tête de réseau, c'est-à-dire la notoriété de la marque qui aura plus ou moins d'importance pour vous lancer dans votre activité et sur votre zone géographique. Ça va être, encore une fois, la qualité du savoir-faire, de la formation, de l'accompagnement qui va vous être dispensé, savoir si c'est réellement complet et si pour vous, ça vous semble suffisant, bien entendu, pour pouvoir démarrer dans cette nouvelle activité. Et puis, au-delà des éléments financiers de l'accompagnement, la relation entre une tête de réseau et un partenaire, quelle que soit la formule, ce qui importe, il y a une vraie question de feeling. Vous allez quand même vous engager pour un certain nombre d'années. Hein. La durée moyenne d'un contrat de franchise, les durées plus courantes, c'est 5 et 7 ans. Et l'idée, bien entendu, souvent, c'est pas de s'arrêter au bout de 5 et 7 ans, mais c'est de renouveler et de pérenniser la relation. Ça veut dire que ça doit être un réel partenaire et ça, vous devez effectivement le choisir. Alors après, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon franchiseur ou alors pour se rendre compte des bons franchiseurs, on peut en parler pendant des heures, mais je vous donnerai ma carte si vous voulez, on peut s'appeler, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me semble important, c'est être convaincu que le réseau travaille, va dans la même vision, partage la même vision que vous de l'activité et va dans la même direction que celle dans laquelle vous souhaitez aller. Ça me semble important de regarder également si le réseau est un réseau qui se développe à son rythme, comme je dis toujours. Ça a été dit en introduction, le but d'un réseau de franchise, c'est de pérenniser la relation et c'est de le fonder sur des bases solides. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des réseaux qui font la course à l'ouverture. Bon, l'important, et c'est pas, finalement, ça n'a pas l'air simple de se rendre compte de ça, mais vous allez vous en rendre compte assez facilement, c'est savoir si le réseau, il a la taille de structure qui correspond à son rythme de développement, tout simplement. Il y a des réseaux qui font 2-3 ouvertures par an, et c'est leur objectif, ils ne souhaitent pas aller plus loin parce qu'ils ont une toute petite tête de réseau à taille humaine, une petite équipe, et ça fonctionne très bien. Et vous avez des réseaux qui sont capés pour aller faire 30, 40 ouvertures annuelles, mais ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait la structure. Il y en a qui l'ont, hein. Mais c'est essayer de faire l'adéquation finalement entre tout ça. Et pour moi, un bon franchiseur, et ça aussi, et ça va avec les conseils que je donnais avant, d'aller rencontrer des franchisés de l'enseigne et surtout de varier les profils, aller voir quelqu'un qui est dans le réseau peut-être depuis 10 ans, s'il y a 10 ans d'ancienneté, quelqu'un qui est rentré l'année dernière, parce que c'est important de voir aussi l'évolution de l'enseigne et l'évolution du franchiseur dans sa structuration et est-ce qu'il a réussi à conserver l'avantage concurrentiel de son enseigne par rapport aux autres acteurs. Est-ce qu'il a été capable de prendre les virages et dans les bonnes conditions quand c'était nécessaire? Alors je suis désolée, on vient de m'indiquer qu'il faut rendre la salle, donc je pense que s'il y a des questions, vous pouvez peut-être retrouver les intervenants juste à la sortie. Oui, voilà, Boris peut vous laisser sa carte. Pour monsieur, on m'a demandé aussi d'annoncer les futures conférences. Il y en a une, choisir son franchiseur. Règle d'or à suivre et erreur à éviter demain de 17h15 à 18h. Et il y en a une autre sur plutôt tout ce qui est les bons conseils de Pôle emploi, aujourd'hui de 16h à 16h45. Merci à tous, et puis on peut peut-être se retrouver dehors s'il y a des petites questions comme ça, échange de cartes de visite, etc. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est vrai qu'on a envie que ce soit des échanges. Ouais. Et puis bon, on ne sait jamais trop ce que viennent chercher les gens. Pour une fois, il y a eu des questions. Et je pense que je vais revenir demain matin parce que Rosemary doit partir.